se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir et comment il va rendre les Français un peu plus... qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà. Emmanuel Macron, donc né le 21 décembre 1977, qui a bientôt 40 ans, haut fonctionnaire, banquier d'affaires, et qui est devenu récemment homme politique français. Il est inspecteur des finances, il est banquier d'affaires chez les Rothschild. On n'est pas vraiment à la gauche de la gauche. Là, pour un socialiste, débarquer directement des Rothschild pour gérer les affaires de la France, c'est encore pour un gouvernement socialiste assez surprenant. Et secrétaire général adjoint du président de la République entre 2012 et 2014, et ministre de l'économie et de l'industrie depuis 2014. Et je me suis demandé comment un inconnu a pu avoir une ascension aussi fulgurante sans avoir fait ses preuves de façon électorale, sans avoir été élu. Emmanuel Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali. Jacques Attali sur la gauche, donc qui est un ami d'Emmanuel Macron, a été présenté. Donc Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali comme étant un jeune homme brillant et qu'il fallait absolument embaucher. Jacques Attali a toujours été un peu l'homme de l'ombre, tout gouvernement confondu. Il était déjà conseiller de François Mitterrand. Il a été sous Sarkozy. Vous savez, Sarkozy l'a appelé pour faire le fameux rapport sur la libération de la croissance. À chaque fois, on l'appelle pour faire des trucs comme ça, et il nous fait un petit livre qui n'a absolument aucune valeur, un livre ou une étude. Pire que ça, Jacques Attali va aussi dire que non seulement Emmanuel Macron est le candidat idéal pour 2017, mais il dit aussi sur BFM TV qu'il connaît la prochaine candidate. Il connaît peut-être la prochaine présidente française au-delà de 2022. Il a déjà repéré des talents et il sait très bien où on va et qui on va élire. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Autre chose, il lance sa campagne et il lance aussi une espèce pas de sondage d'opinion, mais une marche qui est censée prendre la température du peuple français. Donc ça s'appelle les marcheurs d'Emmanuel Macron, qui ont pris la route à travers toute la France et qui vont comme ça remonter les informations à Emmanuel Macron, et comme ça il pourra avoir une idée de l'état de la France. Alors c'est assez surprenant pour quelqu'un qui est à la tête de Bercy, qui a avec lui les services secrets français, qui a avec lui toute l'administration des impôts, l'administration fiscale, et qui fait appel à des petits jeunes pour marcher en France et avoir une idée pour se faire une idée de l'état de la France. C'est complètement hilarant, c'est complètement débile, et il n'a pas informé le président de la République de cette initiative. Cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait
pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Voici Mike Poon, tout sourire, sur les bords de la Garonne. C'était il y a 2 mois. Depuis, l'homme est introuvable. Il s'est volatilisé. Disparition embarrassante, car l'État vient de lui vendre l'aéroport de Toulouse. Les éléments d'information que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation sur la matière économique qui nous concerne. Ça ne remet pas du tout en cause les projets. À Toulouse, les opposants à la vente de l'aéroport ne sont pas de cet avis. Surtout que le richissime industriel chinois serait recherché dans son pays pour corruption. On apprend par la presse qu'un aéroport est vendu, on apprend par la presse que l'acheteur est en fait véreux, est en cavale, donc on est dans le grand n'importe quoi. À un scandale démocratique, ça s'ajoute peut-être maintenant un scandale tout simplement d'État. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. L'argent a-t-il été versé? Y a-t-il eu des négligences? Les opposants exigent des réponses. Nous posons une question simple à M. Macron et au gouvernement. Nous voulons les preuves du paiement des 308 millions d'euros, premièrement. Et deuxièmement, la traçabilité pour vérifier que les fonds n'aient pas transité par des paradis fiscaux. Parce qu'auquel cas, on assisterait peut-être et probablement à une opération de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Manuel Valls et le Premier ministre chinois seront à Toulouse. Officiellement, la question de l'aéroport ne figure pas à l'ordre du jour. Belfort a un avenir industriel et que cet avenir industriel, il fait partie d'abord des engagements qui ont été pris de part et d'autre par Alstom, par General Electric, et de ces engagements qui sont suivis par le gouvernement et les pouvoirs publics de près, et aussi de l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et des entreprises françaises sur le site de Belfort. Je considère que c'est de la part de Alstom une décision totalement inacceptable. On nous a expliqué qu'il fallait vendre Alstom Énergie pour conforter Alstom Transport. Monsieur Macron a pris des engagements solennels devant les salariés d'Alstom à Belfort. Alors je crois qu'il faut le dire très clairement, le gouvernement doit faire le maximum pour que la société Alstom revoie complètement sa copie. Quand j'ai entendu hier que l'usine Alstom de Belfort fermait, ça m'a fait mal au cœur. Mal au cœur pour les ouvriers que j'ai vus tant de fois chez Alstom, qu'on avait sauvés. Ça fait plus d'1 siècle et demi qu'Alstom était là-bas. Du jour au lendemain, parce qu'au fond le gouvernement ne les a pas défendus. On a notre filière de construction de TGV, le métro, qui est durement fragilisée. Devinez qui m'a écrit, oui, à l'hôtel de ville, Emmanuel Macron. Un courrier, alors j'en revenais pas. Monsieur Emmanuel Macron, vraiment c'est gentil de m'avoir écrit, mais votre courrier, il ne dit rien. C'est du blabla du début à la fin. Il n'y a pas une once de proposition politique. Et vous m'écrivez, pourquoi? Pour me demander, eh bien, de vous donner ma promesse de parrainage pour l'élection présidentielle. Ah ouais, mais non, en fait, ça va pas le faire. C'est juste pas possible que je vous parraine. Je vous explique pourquoi. De qui Emmanuel Macron est-il le nom? Eh bien, Emmanuel Macron, c'est le jeune énarque scribouillard qui a été notamment le rapporteur, enfin le rédacteur du rapport de monsieur Attali sous Nicolas Sarkozy. Vous savez, le rapport sur la libération de la croissance qui a permis la création du statut d'auto-entrepreneur et ensuite le développement des plateformes type Uber qui ont développé un esclavage moderne. Donc c'est hors de question. Ensuite, quand vous avez basculé
chez François Hollande et que vous êtes devenu ministre, eh bien vous nous avez imposé vos lois Macron de déréglementation des métiers, mais aussi les lois, les mesures anti-écologiques comme les cartes Macron qui sont déjà en train de licencier. Mais c'est aussi l'imposition du travail du dimanche pour tout un tas de gens et surtout des femmes qui se retrouvent comme ça avec leur dimanche matin complètement brisé. Aujourd'hui, Marine Le Pen, l'opinion tique sur l'arnaque des anti-systèmes. Tous les candidats se revendiquent de l'anti-système. Est-ce que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui effectue une percée dans les sondages, ne vous a pas ravi la vedette de ceux qui sont contre le système, de ceux qui ne se présentent pas au sein d'un parti? Est-ce qu'il vous a pas un peu ringardisé de ce point de vue-là? Le système, c'est pas le parti. Le système, c'est précisément tout ce qui est autour du parti. Pardon, Monsieur Macron, et Monsieur Minc l'a dit d'ailleurs, dans une forme d'élan et d'aveu, c'est le meilleur candidat du système. C'est le candidat construit par le système. C'est-à-dire qu'il est le représentant de ceux qui défendent leurs intérêts personnels, leurs intérêts catégoriels, l'intérêt des grandes puissances financières, et qui se moquent absolument totalement de l'intérêt du peuple ou de l'intérêt de la nation. Vous êtes candidate d'un parti qui a vu, par le biais d'autres pairs, où le vôtre se présentait 7 fois à l'élection présidentielle depuis 74, ce qui n'est pas d'ailleurs un problème, mais vous êtes dans le système comme tous les autres candidats, c'est ça le sujet. Le système, vous ne savez pas ce que c'est. Le système, c'est vous. Le système sont les banques. Le système, ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité du pays et qui, encore une fois, sont entre eux et défendent leurs propres intérêts. C'est ça le système, et qui imposent des politiques à l'encontre de la volonté des peuples. Le système, c'est ceux qui se sont coalisés en 2005 pour imposer la Constitution européenne aux Français qui avaient dit non par référendum à 55%. On le voit bien, il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs. Il est l'instrument des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens qui... C'est pas un peu facile. Mais si. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant un an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Ah non, c'est pas ça du tout. Moi, je vous dis pourquoi on a mis Emmanuel Macron en une. Outre l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'Emmanuel Macron fait vendre. Il y a un vrai intérêt. Oui, mais il a fait vendre au fur et à mesure. Il a fait vendre parce que on a commencé par quand on fait la liste des unes, c'est invraisemblable. Des unes de magazines, d'hebdomadaires. Les grands médias se focalisent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent encore sur ce seul François Fillon, alors que d'autres, finalement, passent à travers les gouttes. Voilà. Notamment Monsieur Macron. Monsieur Macron, il y a des quantités de choses qui circulent à son égard, notamment sur des frais de bouche qu'il aurait dépensés à Bercy pour le compte de son parti politique en gestation. On ne sait pas du tout qui finance d'ailleurs ces espèces de shows à l'américaine qui doivent coûter des fortunes. Qui est derrière? Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Alors je vais vous dire, oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central, je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Parce que le risque est immense.
parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Un autre homme a joué un rôle important du côté plutôt Macron, c'est Danny Cohn-Bendit, qui a suivi l'évolution des choses et qui a conseillé à Emmanuel Macron d'accepter si François Bayrou venait et de faire un deal, etc. Donc en réalité, il y a peu de gens qui savaient ce qui se tramait, y compris dans les entourages les plus proches de l'un et de l'autre. Ils ont échangé beaucoup par texto depuis 48 heures. Ils se sont parlé cet après-midi et il y a un homme qui a joué un rôle, c'est Daniel Cohn-Bendit. Par le pédophile Cohn-Bendit. Là, je travaille avec des gosses. Bon. Avec des petits gosses. Alors, je dis, essayons d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Je porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Moi, je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique, voilà, de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les huissiers, j'en passe. Là, en vertu de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique, alors ça, personne n'en parle, hein. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours. Personne dans la presse ne l'a repris. C'est pourtant fondamental. C'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site upr.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles et j'insiste, quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Merci François Asselineau. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. De nous trahir au dernier degré comme ça.